Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes anti-drones. Dans un premier temps, nous allons évoquer le décret numéro 2023-204 du 27 mars 2023 relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, c'est-à-dire des drones. Ce décret est paru dans le journal officiel français numéro 74 du 28 mars 2023. Ce décret permet la détermination des autorités compétentes pour autoriser le brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord qui représentent une menace imminente et la fixation des modalités de mise en œuvre des dispositifs de brouillage. Ce décret fixe le régime juridique du brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, représentant une menace imminente. Il donne compétence au Premier ministre, au ministre des Armées et aux représentants de l'État dans le département, dans le champ de leurs attributions respectives pour autoriser l'utilisation de matériel de brouillage. Le texte décrit par ailleurs la procédure d'autorisation du brouillage, laquelle est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact coordonnée par l'Agence nationale des fréquences destinée à évaluer l'impact du brouillage sur les affectataires de fréquences. Le texte recense enfin les agents de l'État autorisés à utiliser les brouilleurs. Alors, ce décret est pris en application de l'article 24 de la loi numéro 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement qui modifie l'article L 33-3-1 du Code des postes et des communications électroniques, le Code de la défense, le Code des postes et des communications électroniques et le Code de la sécurité intérieure modifié par le présent décret, qui peuvent être consultés, bien entendu, sur le site de Légifrance. Alors, dans son article 1, ce décret indique que, après le chapitre 3 du titre 6 du livre 3 de la deuxième partie de la partie réglementaire du Code de la Défense, il est inséré que, au niveau de l'article R 2364-1, que les services de l'État concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord, c'est-à-dire les drones, en cas de menace imminente, pour les besoins de la défense nationale ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L 6211-4 du Code des transports placé sous l'autorité du ministre des Armées. Cela ajoute aussi l'article R 2364-2 qui indique que l'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R 2364-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par le Premier ministre ou le ministre des Armées sur délégation du Premier ministre. Le ministre des Armées peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs relatifs à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent au chef d'état-major, au directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense, au commandant organique, au commandant de formation administrative et au chef des organismes relevant de la direction générale de l'armement. L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16e de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R 311-2 du Code de la sécurité intérieure. Elle fixe aussi sa durée de validité qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au 1 de l'article R 2364-3. Alors, au niveau de l'article R 2364-3, premièrement, il indique que l'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences. En effet, comme vous le savez, l'Agence nationale des fréquences coordonne
Après consultation des administrations et des autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel de brouillage utilisé ainsi que des données propres à l'opération mentionnée au 1 à 6 du 2. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée aux effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques, bien entendu. La durée de validité d'une durée d'étude d'impact ne peut pas excéder 3 ans et outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise 1. Le service responsable de la mise en œuvre du matériel de brouillage. Deuxièmement, la finalité poursuivie par cette installation, bien entendu. Troisièmement, la nécessité de recourir au matériel de brouillage. Quatrièmement, le matériel de brouillage choisi. Cinquièmement, la durée souhaitée de l'autorisation. Sixièmement, le périmètre géographique concerné. Septièmement, les études principales d'incidence de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact, ainsi que les mesures d'atténuation proposées. Alors, l'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de tous les éléments précités, au regard des besoins de la défense des armées. Un arrêté du Premier ministre alors précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente. Quant à l'article R 2364-4, qui est sans préjudice de l'application de l'article R 213-5 du Code de la sécurité intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R 2364-2 sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre des Armées expressément désigné à cet effet. Alors, après le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 de la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure, ce décret permet d'insérer au chapitre 3 bis les mentions suivantes. Par exemple, l'article R 21.3-2, dans lequel il est indiqué que les services de l'État peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord, c'est-à-dire les drones, en cas de menace imminente pour les besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice, ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L 6211-4 du Code des transports. Quant à l'article R 213-3, il indique que l'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R 213-2, juste précédemment indiqué, est subordonnée à une autorisation délivrée par, premièrement, le Premier ministre, on l'a déjà dit, notamment dans le cadre des grands événements, pensons aux Jeux Olympiques de l'année prochaine, au sens de l'article L 211-11-1 de ce code, ou pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins 2 départements. Et deuxièmement, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet maritime, dans le cadre de l'autorisation qui précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16e alinéa de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R 311-2 du Code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité qui peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au 1 de l'article R 213-4. Pour ce qui est de l'article R 213-4, l'autorisation est délivrée au vu de l'étude d'impact, nous en avons parlé, ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences. L'Agence nationale des fréquences alors coordonne, après consultation, bien entendu, des administrations et des autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel utilisé,
ainsi que les données propres à l'opération mentionnées au paragraphe 1 à 6 du grand 2. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, c'est une opération totalement saugrenue qui vient juste comme ça, c'est une demande opportune, et bien à ce moment-là, il faut réaliser une étude d'impact qui peut être alors limitée à l'évaluation des effets du matériel utilisé sur les affectateurs de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques. Dans ce cas, la durée de validité d'une étude d'impact ne peut pas excéder 3 ans. Et outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise le service responsable de la mise en œuvre de l'appareil de brouillage, la finalité poursuivie, la nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi, le matériel de brouillage choisi, la durée souhaitée de l'autorisation, le périmètre géographique concerné et les incidences principales de l'utilisation de matériel de brouillage sur les affectateurs de fréquences au regard de l'étude d'impact, ainsi que les mesures d'atténuation proposées. L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités au regard des besoins de l'ordre public, de sécurité nationale ou de service public de la justice, et un arrêté du Premier ministre précise les modalités de l'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente. Pour ce qui est de l'article R 213-5, sans préjudice de l'application de l'article R 2364-4 du Code de la Défense, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R 213-3 sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur expressément désignés à cet effet et les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la Justice expressément désignés à cet effet. Pour ce qui est du titre 8 du livre 2 de la partie réglementaire de ce même code, cela est modifié à l'article R 281-3 où il y a un deuxième alinéa qui a été rédigé. Je vous lis, pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du gouvernement pour l'application de l'État en mer. Et pour ce qui est de l'article 2, des articles R 282-2, R 283-2 et R 284-2, il est inséré un 2 bis qui dit que la référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du gouvernement pour l'action en mer de l'État en mer. Alors, ensuite, il y a d'autres modifications mineures. Par exemple, après le troisième alinéa des articles R 285-3, R 286-3, R 287-3 et R 288-3, est inséré un troisième bis, disant aussi que la référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du gouvernement pour l'action en mer, de l'État en mer. Le code des postes et des communications électroniquement est aussi modifié. Par exemple, l'article R 20-44-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé. Elle coordonne l'étude d'impact des demandes d'autorisation de brouillage mentionnées aux articles R 2364-3 du Code de la Défense et R 213-4 du Code de la Sécurité intérieure. Pour ce qui est de l'article R 20-44-29, il dit que les articles R 20-44-10 et R 20-44-12 à R 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de l'article R 20-44-11, à l'exception du cinquième alinéa, cela est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. Et cela dans sa nouvelle version résultant du décret numéro 2023-204 du 27 mars 2023. Alors, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer
le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Armées, le ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer, ont été chargés, chacun en ce qui vous concerne, à l'exécution de ce présent décret qui a été publié au journal officiel. Alors, maintenant, nous allons voir dans un deuxième temps les différents systèmes anti-drones et leurs particularités, leurs insuffisances et leurs qualités en France et dans le monde. Voilà, donc rendez-vous dans quelques instants pour cette plus grande présentation de tous les systèmes techniques. Les drones sont de formidables outils aériens nouveaux, datant véritablement de 2015 au niveau de l'émergence, bien que la réglementation française a débuté à partir de 2012 et nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo. Mais ces drones forment réellement une menace et nous avons vu avec la guerre en Ukraine, les mini-drones peuvent permettre l'acheminement de charges explosives jusqu'à un blindé et le faire exploser si son écoutille est ouverte. Donc les drones sont réellement une menace pour la sécurité publique, pour la sécurité d'événements, pour nos infrastructures. Et donc il a été, bien entendu, comme toujours avec le glaive et le bouclier, de réfléchir à des systèmes anti-drones. Alors, un système anti-drone ne peut, dans la majorité des cas, pas arrêter la totalité des drones, parce qu'en fait compte, il y a plusieurs types de drones, des drones qui communiquent uniquement avec une manette par des liaisons gonométriques, mais aussi des drones qui sont préprogrammés et qui volent grâce à un plan de vol et qui se coordonnent par le positionnement satellitaire, par exemple GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Et puis vous avez maintenant des drones de nouvelle génération qui font du suivi de terrain avec une préprogrammation à l'intérieur de leur intelligence artificielle des points d'intérêt qui se trouvent sur le sol. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle génération qui pose vraiment de très graves problèmes pour les systèmes anti-drones. Et puis après, vous avez aussi, bien entendu, des drones furtifs. Alors, dans un premier temps, nous allons voir certains systèmes anti-drones français, par exemple le système Cerbère, qui est un système qui ne permet malheureusement pas de détecter les drones robots automatiques se dirigeant par GNSS, donc GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, qui détecte uniquement les drones pilotés avec des liaisons de données entre 400 MHz et 6 GHz, donc il y a des trous dans la raquette, et avec une portée de 3 km. Ce qui veut dire que tout ce qui est drone joué avec une manette, c'est détecté et ça peut être éventuellement par un brouilleur être brouillé et donc le drone tomber ou bien mettre en route son fail-safe s'il y a des fail-safe à l'intérieur de la conception du drone. Mais par contre, les drones qui sont pilotés automatiquement par une programmation à l'intérieur de leur intelligence artificielle et qui se dirigent par les satellites de positionnement ne peuvent pas malheureusement être détectés par ce système. Donc il y a un trou dans la raquette assez important. Deuxièmement, on a la société Technique Sonar de Saint-Malo qui, elle, se base sur un radar qui est alimenté sur batterie rechargeable avec des panneaux photovoltaïques. Donc ce système est très bien parce qu'il permet jusqu'à 5 km de détecter les drones, mais des drones qui sont relativement de grande taille. À 5 km, il faut quand même que le drone fasse à peu près 1 km de diamètre, et plus on se rapproche et plus en fait compte la détection est fine. Ça permet de suivre les drones et d'envoyer un rayon de brouillage directionnel, comme vous voyez sur la photo totalement à droite. À ce moment-là, les drones tombent. Donc c'est un système qui, grâce à la réglementation du 23 mars 2023, va pouvoir éventuellement être utilisé si à condition que la NFR l'accepte en raison des fréquences et surtout des puissances d'informations transmises par le brouillard. Ensuite, vous avez au niveau de la France la société Emispace, l'IRETI Alsen, qui a créé un système d'imagerie optique hémisphérique
qui est dédié à la détection, au tracking et à la localisation de drones à 360 degrés. Donc ça, c'est très utile, par exemple, pour les essaims de drones qui se multiplient. Ça permet d'identifier des drones isolés ou des essaims de drones. C'est composé de 12 caméras à haute résolution qui détectent, suivent et localisent jusqu'à 10 cibles en même temps, permettant de traiter en temps réel 120 menaces potentielles, y compris les mini-drones de 30 à 30 cm. Pour accroître la couverture de la zone de détection jusqu'à 6 km pour les drones de 30 à 30 cm, plusieurs systèmes EmiSpace peuvent être couplés les uns aux autres dans un réseau IP privé et sécurisé ou par communication sans fil. Le système peut être relié à plusieurs senseurs ou équipements pour constituer un système global de lutte anti-drone. Ensuite, vous avez Hexavision qui est spécialisé à Nîmes sur tout ce qui est système de caméra et qui a créé un système de vision pour regarder et détecter les drones, mais aussi réaliser un tracking vidéo. Pour l'instant, le système peut traquer un seul drone à la fois. Ensuite, vous avez l'adaptation réactive pour la lutte anti-drone Arlad, qui par un radar permet une détection jusqu'à 2500 mètres par distance et une destruction par du lance-grenade de 40 ml avec une munition Airburst qui envoie des billes autour du drone et une mitrailleuse 12-7. Thales, avec CS Group, a créé le système Parade qui comprend un C2. Le C2, en fait compte, c'est un dispositif électronique informatique qui permet de récupérer toutes les informations des différents capteurs et de les intégrer dans un même logiciel pour pouvoir avoir une situation globale par rapport aux différents acteurs. Donc, il peut détecter les liaisons de données, détecter par radar aussi les drones, confirmer par la caméra jour-nuit de la société Hexavision par tracking et une prise de contrôle à distance ainsi qu'un brouillage. Vous avez ensuite la société Robost avec le système Drone Blocker qui est un système radio-goniométrique qui assure la détection des drones et de leurs opérateurs pour une portée de 5 km. Ça identifie les stations sol, ça capture la vidéo coupure de liaison de données. Attention, ça ne fonctionne pas pour les drones préprogrammés fonctionnant avec un mode de positionnement GNSS, c'est-à-dire GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Ensuite, vous avez SILAS qui est interopérable avec Parade de Thales CS Group, qui est un système de laser anti-drone. Donc là, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps sur plusieurs expérimentations. Le système MC2 technologie qui est un fusil qui peut prendre la main sur les drones télépilotés uniquement. C'est-à-dire les drones préprogrammés ne peuvent pas être leur trajectoire ne peut pas être modifiée. Ensuite, vous avez Diplomatic qui a réalisé des localisations de drones par analyse du son de l'environnement. Ensuite, en Espagne, on a la société Indra qui a fait donc un système équivalent à Parade français chez Thales et CS Group. En Angleterre, Blockter Surveillance System A422 a une portée de 20 km et c'est uniquement un radar. Ensuite, toujours en Angleterre et aux États-Unis, ECS TCI International SPX Corporation a donc réalisé de la détection de liaisons de données uniquement. Donc, soit la liaison de données pour la transmission du télépilotage, c'est-à-dire avec un télépilote, soit la transmission de données télémétriques, soit la transmission de données vidéo ou d'autres capteurs. Ensuite, Fenestal en Belgique a réalisé un conteneur avec ces systèmes WASP avec donc des mitrailleuses pour détruire les drones en vol. En Lituanie, la société NT Service a créé un peu comme MC2 un système comprenant une prise de commande du drone à distance mais aussi un brouillage. Le Japon, avec Kawasaki Heavy Industry, KHI, a créé aussi un laser de forte puissance. En Russie, Russ Electronics et Rostec, avec le SERPT VS5, a créé un système de destruction des liaisons de données. C'est en fait le complexe supprime le canal de contrôle par lequel le drone dirige l'opérateur.
et la connexion avec l'opérateur est rompue, le drone est désorienté et tombe. Ensuite, en Russie, il y a aussi donc le Laboratory PPS LPD 802 qui est le successeur du LPD 801 avec une autonomie d'1 heure et une portée de 1500 mètres. Au niveau MC2, c'est à peu près équivalent, comme la Russie avec le TAIP. La Russie, on a aussi le Netkots, qui est le système laser russe de destruction des drones. En Chine, le radar anti-drone de la société CETC. En Inde, Analytic Defense and Aerospace à une portée de 3 km avec la détection, la classification, la neutralisation, la détection par liaison de données 400 MHz à 6 GHz et caméra tracking qui ne peut s'occuper d'une seule cible à la fois, un peu comme le Thales Parade. En Ukraine, le Kerfertus Technology avec une portée de 1,8 miles et une autonomie de 30 minutes peut prendre la main et brouiller les drones, c'est un peu comme le système MC2. En Ukraine, aussi l'application de géolocalisation des drones ENO. À ce moment-là, la population de détection prend une photo et renseigne une base de données qui géoréférence et horodate la prise de photo et ça lance en fait une alerte. Il y a une sorte de centralisation de toutes les données sur un système électronique qui permet de donner la trajectoire du drone, la vitesse, l'altitude. En Afrique du Sud, le signal 4L Edge Group qui permet la détection de paquets de données entre, bien entendu, la station sol et puis le drone. Donc il y a un brouillage, on ne connaît pas la portée de ce système. En Allemagne et aux États-Unis, D-Drone Aerial Armor. Ensuite, en Allemagne, il y a Rheinmetall qui a réalisé un système de détection par radar et analyse des liaisons de données avec confirmation par caméra et brouillage. C'est un peu équivalent, si vous voulez, au système Parade. En Allemagne aussi, il y a Rode et Schwarz qui détectent la commande des drones de 20 MHz à 6 GHz avec confirmation par caméra. Toujours en Allemagne, Rheinmetall MBDA avec le système laser qui est concurrent de Silas. En Allemagne, le SG, détection de liaison de données, confirmation, caméra et brouillage. À Singapour, un fusil également qui permet la prise de commande du drone, mais aussi un système de brouillage que vous voyez au niveau du sac à dos. En Israël, Afrique du Sud, IAI Edge avec un radar, une optique, une radiofréquence, un brouillage, une prise de contrôle, destruction par arme à feu, missile, dispositif électromagnétique laser, et tout ça commandé par un C2, console de commande et de contrôle avancé. En Israël, le système Raphaël qui permet un système de détection optique et acoustique. Aussi le drone Dome qui permet la détection par radar de paquets de données, confirmation par caméra et destruction par laser. Toujours en Israël, la société Avnon Skylock qui est très utilisée permet la détection des liaisons de données et le brouillage. Et toujours en Israël, le système Defend Solution On Force Air permet de détecter à ce moment-là les formes de drones. C'est tout à fait nouveau et qui est inhabituel pour les systèmes anti-drones, la prise de contrôle, le rayonnement électromagnétique de destruction et bien entendu le brouillage. En Israël, il y a Aaron Drone Air Robotics qui permet à un drone d'intercepter un autre drone. En Suisse, aux États-Unis, on a Rouarg avec Fortem Technology qui est l'équivalent de Parade de Thales CS Group. Aux États-Unis toujours, on a le L3 Harris Technology Vampire qui en fait compte une analyse virtuelle par caméra Westcam MX10 RSTA avec une reconnaissance de drone et le lancement d'un missile léger. Toujours aux États-Unis, FLIR qui permet en fait compte la détection des liaisons de données, la confirmation par caméra et le brouillage. Aux États-Unis toujours, le système DETECT qui permet la détection radar, la détection des liaisons de données et la confirmation par caméra. Toujours aux États-Unis, mais en collaboration avec l'Italie, Leonardo DRS, écoute électromagnétique, identification avec caméra et tir sur drone avec une mitrailleuse téléopérée. Aux États-Unis, Australie, le Drone Shield, c'est un fusil électromagnétique de prise de contrôle et de brouillage avec une station sol d'écoute électromagnétique, de confirmation par caméra et de brouillage.
En Australie, l'équivalent du système belge, dont on a déjà parlé. En Pologne, le système PGZ, qui est une Gatling télépilotée par des liaisons de systèmes de caméra jour et nuit. Aux États-Unis, l'Italy Systel Highlander Partners LP, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, de parade. Aux États-Unis, Northrop Grumman, qui permet de détecter jusqu'à 8 drones simultanément avec une identification multicapteur, liaison de données, radar, bruit, caméra, une destruction par ion laser dirigé. Aux États-Unis, toujours Anduril avec un système de détection de liaison de données. Aux États-Unis, on a FlexForce, qui est la prise de commande à distance et de brouillage. Aux États-Unis, Blue Halo, ce sont des brouilleurs. En Corée du Sud, League NX1, c'est tout un système pour les champs de bataille. À Taïwan, Avia Pro pour la prise de contrôle à distance brouillage qui a été testé en Ukraine contre les drones chinois fournis par l'armée russe. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo qui présente à l'heure actuelle en source ouverte les systèmes anti-drones vous a permis de mieux comprendre la difficulté de la lutte anti-drone et voir un peu le panel de ce qui se fait. Bien entendu, les industriels doivent toujours être en recherche et développement. Le système parade de chez Thales permet en fin de compte d'y ajouter au niveau du C2 des nouveaux capteurs. Donc au fur et à mesure en fin de compte de l'avancée des drones, il y aura toujours des systèmes anti-drones qui seront recherchés et qui pourront être incorporés dans le C2 de parade au niveau de chez Thales. Le système pour moi qui est le mieux pour l'instant, c'est le système parade, et le moins cher et qui est très efficace, c'est le système de la société Technisolar à Saint-Malo. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée en espérant que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce, de vous abonner à la vidéo, de partager cette vidéo avec vos amis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail à tout votre carnet d'adresse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Jean-Luc O, à votre service. À bientôt.